Retour sur le plateau de Vape Expo pour entamer cette conférence ou cette discussion, j'ai plutôt envie de dire, parce qu'une conférence peut-être c'est peut-être un peu ennuyeux des fois. On va essayer de faire quelque chose de chaleureux, d'amical ici, et on va aborder un sujet qui de toute manière ne peut qu'être amical et chaleureux puisque c'est la culture. Alors cette cigarette électronique, ce vaporisateur a des formes multiples, il y a des profils de vapeur, de vapoteurs, on verra que Yann n'aime pas ce mot-là mais il nous expliquera pourquoi tout à l'heure. Il y a tout un monde qui se cache derrière. Alors cette cigarette elle est arrivée de Chine assez vite, elle a été adoptée par beaucoup de fumeurs. Multipliant derrière elle les intentions de sevrage aussi, de tabac, modifiant l'une des habitudes de consommation les plus dangereuses, les plus meurtrières au monde. Je parle bien évidemment du tabagisme. Alors, est-ce que c'est un véritable pied de nez aux méthodes de cessation traditionnelles? Peut-être. En tout cas, la cigarette électronique a su apporter une dimension qui est claire, c'est celle du plaisir. Et la culture, on va le voir, prend en compte cette dimension de manière très forte. Donc c'est bien plus qu'une alternative au tabac fumé, finalement, plus qu'une simple méthode de sevrage. L'ICIC s'est ancré dans une culture, celle de la vape. Donc alors elle est tantôt peut-être consensuelle, tantôt controversée, underground, vulgarisée. En tout cas, on va essayer ici, à l'aide de quelques personnalités, j'ai envie de dire des personnalités de la vape, et oui, la vape a ses personnalités aussi, de dresser le portrait de cette nouvelle culture en pleine émergence. Alors, je vais commencer par ma gauche. Ici, on l'a déjà vu ce matin. Il est encore là, il sera encore là demain. C'est Phil Buzardo, il nous arrive tout droit des États-Unis. C'est un reviewer américain qui teste sans relâche et toujours avec un sens de l'humour qui est bien particulier, le dernier matériel qui sort sur le marché. À ma droite, j'ai Yann Kounen, que vous connaissez aussi peut-être. Donc, c'est un cinéaste français qui est en train de réaliser quelque chose d'assez particulier puisqu'il a décidé de consacrer une grande partie de son temps à la réalisation d'un documentaire sur la vape, et il revient à l'instant, enfin, ou quelques jours des États-Unis. Il a été faire un tour en Asie aussi. Il rencontre tout un tas de fabricants de liquides, de modeurs, etc. Donc il est vraiment bien placé, je pense, aujourd'hui pour nous parler de cette culture-là. Et puis tout au bout de la table, à ma droite, on a Oliver Kershaw. Alors pareil, américain, il est l'administrateur du plus gros forum de l'e-cigarette dans le monde, l'ICF, on appelle ça l'e-cigaretteforum.com, et il va nous raconter un petit peu quelles sont les données, quels sont les faits qu'il a réussi à récolter à travers son forum, puisque le forum voit tous les jours depuis des années, depuis 2007, passer des fumeurs, des vapoteurs, des vapofumeurs, appelons-le comme on le veut, pour récolter des informations et poser tout un questions et échanger. Donc voilà, je vais donner la parole à Oliver qui va peut-être démarrer avec sa petite présentation et puis on discutera après tout au long de cette conférence. Merci beaucoup. Merci de cette jolie introduction. Et oui, en fait, j'ai pu travailler et je m'excuse parce que bon, on a pas mal de données, des données que nous avons pris ici et là durant ces 2 dernières années. Et c'est vrai que ça nous raconte vraiment l'histoire de la culture vape. Bon, alors bien sûr, on a aux États-Unis la plus grande population, n'est-ce pas, de cette culture. Et pour vous donner aussi quelques petites données, tout ce qui, bon, j'ai créé ma société, donc comme vous le savez, en 2007, et donc on a vraiment 3 millions de visites par mois au niveau de mon forum sur la cigarette électronique, et puis on a environ 1,25 million de visiteurs, etc. Je passe ces données, pardonnez-moi, mais j'ai une présentation trop longue. Donc on a fait une enquête. En fin de compte, on a eu environ 10 000 réponses sur une enquête qui a été faite, et en particulier donc aux États-Unis, bien sûr, c'est le public américain ici qui a été en étude. Et eh bien, qu'est-ce qu'on a vu? Et bon, c'est ce graphe qui est tout à fait parlant. C'est-à-dire que
on voit l'augmentation de la communauté vape aux États-Unis et avec la cigarette électronique. Et donc, on a un pic en 2012, comme vous le voyez, et ça continue. Ensuite, il y a une petite baisse en 2013, mais globalement, on voit la culture, la culture, donc vape, vraiment, et ça a une explosion à partir de l'avril 2014. Et regardez ce qui se passe. Et il y a vraiment un intérêt dans cela et dans tout ce qui concerne, disons, ce symbole. C'est symbolique au niveau de la culture. Les gens sont intéressés par cela. Et c'est vraiment, ce n'est plus la cigarette électronique qui intéresse vraiment les gens, mais c'est vraiment la culture. Parce qu'en France aussi, quand on questionne Google Trends, donc cet outil de Google, et qu'on regarde les pics de fréquentation des requêtes qui sont liées à l'e-cigarette, on s'aperçoit que généralement c'est lié à des parutions de presse assez alarmistes, ou en tout cas des parutions de presse qui ont fait la une. Alors je pense par exemple, nous en France, il y a eu la ministre de la Santé qui a à un moment donné pris la parole, il y a eu aussi une autre autorité de santé qui s'est exprimée sur le sujet, et à chaque fois on voit une incidence de la publication de certains papiers sur les requêtes, comme si soit ça encourage le fumeur, soit ça le décourage. Est-ce que toi tu confirmes cette tendance avec des données ici mondialisées? Bon, en fait, je pense que si on regarde ici, ce sont des données nouvelles, c'est-à-dire des gens qui veulent cesser de fumer et en fin de compte, avec la solution, la cigarette électronique, ce sont vraiment des alternatives. Et voilà, en fait, l'idée, c'est un petit peu ce que l'on voit ici. Et c'est vrai, parce qu'on a vraiment un intérêt de plus en plus consistant vers cette culture. Et bon... Je pense que vraiment les gens tendent à cela. Et ici, c'est une belle façon de voir ces changements et de l'évolution de la culture. Voilà. Bon, et puis, si on revient aussi un petit peu en arrière, la deuxième génération, troisième génération, n'est-ce pas, et tous ceux qui ont commencé à utiliser ces produits, bon, c'est pas vraiment une belle photo, mais c'est une photo historique, n'est-ce pas? Et bon, je pense qu'on en a vu pas mal. C'est une des personnes, membres donc ECF, qui, en fait, j'ai créé quelque chose de spécial. Il n'y a rien de très spécial, n'est-ce pas, par rapport à tout ce qui concerne les batteries, la façon dont elle est, etc. Mais c'est un produit tout de même qui ne ressemble pas à un produit de tabac. En fait, c'est ça l'idée. C'est de réussir à donner une idée totalement différente et voir l'évolution de toute cette culture au fil des années. Alors ici, c'est un peu trop politique, donc je vais passer. C'est tout à fait américain. Ici, c'est vraiment comment dirais-je, des clichés de la culture américaine. Et donc voilà, on peut voir tout ce qui se passe et ce qui correspond vraiment aux vraies tendances. Les gens sont passionnés. Les gens sont passionnés par cela. Ils veulent convaincre les personnes, ils veulent expliquer leur culture et ils ressentent cela de façon passionnée. Donc on fait des vidéos, on prend des photos. Chaque expérience est unique, somme toute, et il s'agit de comprendre comment ces produits fonctionnent. Parce que bon, comment dire, pour beaucoup de personnes, il faut vraiment que ce soit tangible, que ce soit quelque chose de réel, qui soit concret, cette expérience de vape, n'est-ce pas, et donc de pouvoir comprendre le tout de près. Et donc ça peut prendre des mois pour entrer dans cette idée et dans cette conception même. Et donc, il y a une transition parce qu'on passe, somme toute, de la cigarette à ce type de produit. On parle de courbe d'apprentissage dans la vape, c'est-à-dire que le produit paraît simple, mais finalement est aussi un petit peu compliqué. Il y a tout des étapes à franchir et l'intérêt justement de communauté, d'un forum tel que le tien ou celui de Brice à qui on a parlé ce matin. Est-ce que tu dirais que c'est vraiment une dimension extrêmement importante, qu'on ne peut pas dissocier le produit de l'information qui va avec, de la communauté éventuellement qui va avec? Oui, absolument. C'est très important ce que vous venez de dire. Et c'est ça qui force les gens à utiliser des produits spécifiques parce que ils ont en fait quelque chose qui les intrigue, n'est-ce pas, et qui peut marcher différemment et qui a aussi une façon d'impliquer dans la communauté. Idéal pour vendre une cigarette électronique dans un emballage posé sur une étagère, il faudrait un fascicule 3 feuilles A4 rempli d'informations, voire une vidéo explicative ou un vendeur sur place
dans une boutique physique, c'est indissociable cette information qui doit être véhiculée avec la vente du produit? Oui, c'est très important de diffuser de l'information. C'est évident. Après, il faut dissocier les situations parce qu'il y a certains produits qui marchent pour des personnes et d'autres pas. Donc, c'est amusant quand on entend les spécialistes, par exemple, aux États-Unis, nous dire que voilà, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de produits liés à cette culture. Mais bon, en fait, il y a quelque chose de caché derrière la culture. Et donc, il y a toute une gamme d'expériences, de nouvelles expériences à mener à bien. Oui, donc vraiment, il y a une différence énorme entre une cigarette et une autre, de même qu'avec une cigarette électronique et une autre. Donc voilà, il y a des centaines de façons d'expliquer le plaisir des gens qu'ils prennent en utilisant ces produits. Donc voilà, ce sont des expériences spécifiques. Et moi, comme je le disais, on a commencé notre activité en 2007. Nos produits au départ n'étaient pas d'une excellente qualité, mais on a dit, bon, d'accord, c'est quelque chose d'ingénierie, on va l'améliorer en fin de compte. Et c'est ce qui s'est passé. On a eu des produits tout à fait excellents au fur et à mesure, et petit à petit. Et donc voilà, on a pu vraiment développer des choses tout à fait intéressantes qui ont impliqué différents niveaux. Et c'est pas, je répète, il n'y a pas un seul, enfin, un produit ne marche peut-être pas pour tout le monde, attention. Ok, on a des célébrités, les VIPs, dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est clair que quand on a une culture qui naît, qui est identifiée, bon, voilà, ça crée eh bien, des personnes qui s'impliquent, qui suivent tout cela. Et donc, c'est ici le cas. Et donc, quelques exemples sympathiques ici, de photos. Et bon, quelle est la valeur, à votre avis, centrale qui est véhiculée, y compris en ligne, par rapport à tout cela, y compris par rapport ces derniers mois? On a eu vraiment un incroyable essor des boutiques spécialisées qui sont liées à cette culture. C'est fou ce qui se passe. Et donc, chacun a des données différentes. Mais en fait, ici, c'est tout de même des données que j'ai reçues des différents pays. On a 14 000 de lieux, donc de boutiques, n'est-ce pas, aux États-Unis. On en a 2500 en France et 800 au Royaume-Uni. Ça, ce sont des données fiables, n'est-ce pas? Donc, c'est incroyable. C'est un essor exponentiel, pratiquement. Donc, vraiment, c'est fou. Donc, imaginez 14 000 aux États-Unis. Mais il faut réaliser, c'est une donnée incroyable. Donc, bon, en fin de compte, ça a été vraiment un hub, un centre de développement de cette culture. À lui seul, qui a été un peu le point de départ de cette vape, ne suffit plus pour accepter, accueillir ce nombre grandissant de vapoteurs. C'est-à-dire que la boutique physique, au-delà de l'opportunité commerciale que ça représente, c'est aussi avant tout un lieu d'échange, un lieu d'information, et que naturellement on a besoin de parler, on a besoin d'être en face de quelqu'un, de toucher, de sentir, de goûter, et que l'internet finalement ne suffisait plus, et que ces forums, au-delà des forums, on est arrivé dans une dimension physique. Ah mais tout à fait, absolument, c'est tout à fait ça. En fait, on a commencé avec l'aspect Internet et tout, mais en fait, qu'en fin de compte, je leur ai dit, ouais, mais au départ, on a quoi? On a une résistance, on a la batterie, c'est pas quelque chose de hyper technique. Donc, il faut vraiment se baser sur une relation aussi spécifique et tangible. Donc, c'est pas high-tech, c'est pas la haute technologie. Voilà. C'est ce que je pensais. J'avais pensé déjà à cela. J'avais déjà eu cet aperçu dans mon esprit. Et vraiment, je pense que beaucoup de personnes cherchaient cela, surtout au niveau aussi des personnes qui consommaient du tabac et comment dirais-je, ils n'auraient jamais pu imaginer ça. Ça a été au-delà de toutes nos attentes, au-delà des sites, de Internet, comme vous le disiez, absolument. Alors, ici, on a
d'autres exemples de cet essor impressionnant et on a 74,2% de nouveaux vapoteurs et donc ça c'est impressionnant pour les États-Unis, n'est-ce pas? Et on voit les données ici et puis les boutiques aussi par rapport aux autres données. Je vous laisse regarder les chiffres et on a un impact aussi bien sûr incroyable sur le type d'expérience des personnes. C'est-à-dire que quand les gens achètent en ligne, en fait ils commencent avec des saveurs liées au tabac. Et là, après, on a une transition. Donc, on a quelque chose de différent, on va en boutique, on peut voir toutes les gammes disponibles, on commence vraiment quelque chose de différent. Est-ce que tu dirais que là, on voit que ce qu'on appelle les vapofumeurs, finalement, les dual users, ceux qui donc utilisent les modèles jetables et qui continuent à fumer, où on voit qu'on a vraiment là une équité entre les deux, c'est finalement une stratégie de l'industrie du tabac, c'est-à-dire de vendre des cigarettes, ces cigarettes électroniques qui ressemblent à ces cigarettes. Le fait que l'utilisateur continue aussi, d'un autre côté, à fumer des cigarettes traditionnelles, c'est dans l'intérêt de ces vendeurs-là, ou est-ce que je me trompe, est-ce que c'est un petit peu trop tiré par les cheveux? Ça, c'est une bonne question. Je pense que d'un point de vue stratégique, je ne pense pas qu'ils veulent cannibaliser l'ensemble. Mais bon, certes, c'est un marché qui était plus bas et donc peut-être qu'ils voulaient aussi, comment dirais-je, accéder à un modèle de distribution différent. Et bon, les gens n'aiment pas trop parler de ça, évidemment, c'est un peu délicat. Donc, les cigarettes électroniques représentent une nouvelle façon de consommer. Et puis, c'est un shift, c'est un changement qu'il y a à l'intérieur de la société, et c'est clair. C'est pas que le fait de traiter quelque chose comme le thème, comme vous le disiez, en boutique. Non. C'est un secteur totalement différent. Le secteur, l'industrie du tabac n'a jamais pu gérer cela. Elle n'a jamais pu s'attendre à cela. Donc, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est un peu une révolution, si on peut dire. Donc, voilà. En fait, je pense que tout ce qui est des jetables, etc. Bon, là, c'est encore autre chose. Parce que je pense que, bon, ils peuvent croire que sur le long terme, pourquoi pas, ça peut être gérable, etc. Et puis aussi, le fait que c'est la même dimension d'un paquet de cigarettes, c'est simple, on le met dans la poche et puis voilà. Donc c'est une invention vraiment géniale parce que ça a permis vraiment de garder le même concept, somme toute. Enfin, ça ne marche pas, ça ne marche peu pour calmer les envies d'un gros fumeur, etc. Mais par contre, c'est extrêmement attractif. À l'œil, ça attire beaucoup l'œil. Quelqu'un qui fume encore aujourd'hui 25 cigarettes par jour voit ces fameuses cigarettes électroniques. On n'a même pas besoin d'appuyer sur un bouton. C'est des batteries autoflow. Ça a presque le poids d'une cigarette. C'est extrêmement attractif, évidemment, qui va se tourner en premier vers ce type de dispositif. Le problème, c'est que ces dispositifs-là n'ont qu'une efficacité modérée et qu'à un moment donné, quand il va falloir passer au-delà de son habitude, de son addiction et essayer de la transformer dans un nouveau comportement, il va falloir soit avoir de l'information, soit être bien entouré, soit faire partie d'un forum, soit avoir un super vendeur, soit venir à Vapexpo. Or come to Vapexpo, exact. Ah ben, tout à fait, c'est bien ça, venir à Vapexpo. C'est pas facile parce qu'en fin de compte, il y a un besoin, en fin de compte, des mêmes produits. C'est-à-dire que voilà, les gens vont pas forcément commencer à les utiliser. Et puis, d'une certaine manière, il y a aussi tout ce qui concerne les facteurs qui sont limités. C'est-à-dire combien de gens ils ont connus, toute l'idée aussi de la communauté, c'est-à-dire de la culture dont on a parlé au départ. Pardon, et tout à fait. Il y a aussi le niveau de confort, parce qu'en fin de compte, quand moi j'ai commencé à vapoter, je voulais quelque chose qui ressemblait à une cigarette, clairement. J'aurais jamais pensé ou utilisé ceci comme premier article, absolument pas. Et en plus, ce que je voulais utiliser, c'était quelque chose qui avait le même goût que les Marlboro Light, et donc voilà. Et quand j'ai regardé ce qu'il y avait dedans, je me dis, ouh là là, mon Dieu, mais je vais vapoter ce type de saveurs et d'arômes et tout. Bon. Donc, petit, confortable, facile et auquel surtout je suis habituée. C'était ça l'idée, c'était ça le concept et ça a aidé. Le vapoteur qui trouve par terre une cigarette, il va pas aller très très loin. C'est-à-dire que dans son combat
de son addiction contre la cigarette, il va bien falloir à un moment donné qu'il soit accompagné, qu'il fasse partie d'une, je vais pas dire d'un groupe, mais en tout cas d'un courant de la vape via lequel on peut apprendre à repérer le bon matériel, à tester et ainsi de suite. Right. Absolument. Et c'est d'ailleurs pourquoi, un petit peu comme tous nos amis ici qui vapotent d'ailleurs, ils sont à l'aise en le faisant parce qu'ils ont un support, ils ont des amis, ils ont le groupe comme nous-mêmes. En fait, c'est ça l'idée. Ils se sentent à l'aise en utilisant ces produits parce qu'on est là. Ils peuvent utiliser tous les liquides et tout et tout. Donc, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a vraiment la possibilité d'avoir ces échanges. Et bon, avec ECF, et puis d'abord, merci beaucoup à toi d'avoir initié ECF parce qu'on peut l'applaudir parce qu'il le mérite, Yann. Donc un applaudissement, pardon, Olivier, parce qu'il mérite donc des applaudissements. Parce que c'est vrai qu'au départ, ça a été vraiment une grande victoire et il y a eu vraiment cette aventure qui a commencé. Et c'est vrai que j'avais au départ eu des infos et j'avais pas vraiment compris comment ça marchait. Je savais pas ce que c'était. J'avais ECF, c'est incroyable. On peut avoir des informations parfaites au niveau de tout ce qui se passe, mais c'est une gratification que tu as eue et vraiment bravo à toi. Tu avais posé une question, tu as eu une réponse, c'était instantané. Donc bravo, tu as créé une ressource incroyable. Donc félicitations à toi. Merci beaucoup, je suis touchée et flattée par ces compliments. Ouais, c'est quand même, ça donne peur quand même parfois, oui. Alors un peu plus. Et bien sûr, certaines de ces choses culturelles autour de la communauté, ils ont leur propre langage, leur propre terminologie. Et par rapport aux subcultures, bon, il faut commencer par la nouvelle terminologie qui est utilisée. Il y a toute une liste, une panoplie de termes, de nouveaux termes, qui se traduisent pas difficilement. C'est facile de les traduire entre les différentes langues. Alors, les tendances de ces dernières années, ce sont les make mod. Ça existe depuis longtemps déjà, mais n'ont connu un essor que depuis de quelques années. Et maintenant, je décrirais cela comme le centre de la culture, de la gravité en quelque sorte. Non, c'est pas peut-être ce que tout le monde utilise, mais c'est pour donner quand même une certaine visibilité dans les médias sociaux. Ça devient de plus en plus connu. Et mes données sont, bon, on date depuis 5 ans, depuis 5 mois, mais entre-temps, ça a changé beaucoup. C'est énorme. Donc voici, par rapport au support. Et les chiffres datent du mois d'avril, donc il faudrait changer les données à nouveau tous les X mois. Pour mécanique, vous les voyez, les chiffres. Et voici le changement. On vient d'outils de support moyenne demi-dimension 3,25. On est passé à 6,41, donc c'est quand même un changement énorme. Et donc le marché APV perd. Il faut prendre ces données un petit peu avec précaution parce que je crois savoir que là, il s'agit d'avis ou de comportements d'utilisateurs du forum ICF. On n'est pas sur une population standard, on est sur une population de gens initiés qui continuent à échanger sur le forum et on voit que leurs habitudes de consommation changent. Ça ne veut pas forcément dire que, de manière générale, le marché est en train de changer dans cette direction, même si on a un petit peu l'impression que c'est le cas. Non, effectivement, il faut prendre des précautions, effectivement. Bon, ces chiffres ne sont peut-être pas représentatifs pour le marché entier. Ce sont des tendances qu'on essaye de montrer, des changements. Et il faudrait vraiment essayer de cueillir plus de données. Et il faudrait faire des enquêtes chez tout le monde. Et j'espère que cela va se produire. Ce serait rassurant. Et voici les chiffres. Donc, on voit des tendances, des changements par rapport à ces chiffres. Mais donc, nos membres sont plutôt mâles. C'est un public surtout d'hommes. C'est assez représentatif, pourtant.
Donc, il n'y a pas que les nerds, le public est composé de personnes normales. Et tout le monde a accès à notre forum. Et il y a toute une panoplie de personnes, de différentes personnalités qui visitent notre site web. Donc, quelques autres chiffres par rapport aux atomiseurs, les changements. Et voici aussi quelque chose de très intéressant, 30% de saveurs fruits et que 15% de consommateurs qui achètent leur liquide dans une boutique. Donc c'est quand même un élément d'expérience. Ils essayent de retrouver une ambiance, ils essayent de découvrir d'autres odeurs et d'autres saveurs encore. Effectivement, 65% des personnes qui ne fumaient pas sont passées de la cigarette à la cigarette électronique. Donc spécifiquement pour les odeurs et pour les saveurs plutôt. Sur cette notion d'arôme, de saveur dans les liquides qui est extrêmement important, on vient le voir, c'est-à-dire que si dans un monde où les cigarettes n'auraient qu'un seul goût, celui du tabac froid ou à tout casser peut-être de la menthe, ça serait dramatique pour l'adoption, la popularisation de l'e-cigarette. Donc on sait que quand même il y a certains cadres réglementaires qui peuvent réduire ce champ des saveurs. Est-ce que toi, d'après les données que tu as récoltées, tu vois évidemment ça comme une menace pour la durée de vie de l'e-cigarette et son état actuel ? Si aujourd'hui on avait une cigarette avec simplement un seul goût ou deux goûts possibles, ça serait une catastrophe, tu dirais? Absolument. Oui. 3 fois oui. C'est un sujet très sensible. Aux États-Unis, c'est un sujet qui est entendu parler par certains médias que les arômes type bonbons, fraises, tagada, etc. étaient clairement destinés à appâter les jeunes. C'est quelque chose qui te fait réagir, toi, Oliver, quand tu entends ça? En fait, je ne crois pas que les jeunes commencent sur base de cela, sur base des fruits, des odeurs et des saveurs. Pour moi, c'est pas plausible. Il y aura certainement des jeunes qui commencent à fumer et il faudrait mettre ça dans des chiffres. Et aussi, peut-être changer un peu d'approche, mais cette notion que les jeunes ont été visés sur base des odeurs, des saveurs, c'est des non-sens. Ça vient d'où? Eh bien, ça vient de certains sites web, ces informations. C'était mené par des consommateurs et ce sont probablement aussi des marketeers qui essayent de jouer là-dessus. Mais il faut essayer de créer une sorte de plaisir. Et aussi les ex-fumeurs qui ont laissé la cigarette et qui passent à la cigarette électronique, ils retrouvent du plaisir tout en gardant leur santé. Mais je pense aussi qu'il faut être très prudent par rapport au marketing de la cigarette électronique. En quelque sorte, oui, mais mon saveur a survécu ma jeunesse, oui, mais il faut être vraiment prudent d'appeler une saveur d'une telle ou d'une telle façon. Il faut vraiment aussi prendre des précautions par rapport à la labellisation des produits. Les étiquettes qui apparaissent sur les fioles, par exemple. Donc les gens doivent avoir plaisir à fumer, mais il doit y avoir des précautions. Oui, cela devient de plus en plus sophistiqué. Les libellés deviennent de plus en plus informatifs. Et c'est un sujet vraiment très politique, même s'il n'y a pas de souci par rapport aux jeunes qui prennent la cigarette électronique à saveur. C'est juste une question de perception. Mais le problème, c'est que c'est une force pas stoppable. On ne peut pas l'arrêter de toute façon. C'est une tendance qui se dessine. Mais comment faut-il stopper? Il n'y a pas moyen.
À moins que, bien sûr, il y ait un cadre régulatoire. Et l'autorégulation, ça peut aider. Combien de liquide est-ce que vous consommez par jour? Bon, je n'ai pas les données comparatives, mais 25% vapotent plus de 6 millilitres par jour. C'est ça a plus ou moins doublé en une année, donc c'est un essor énorme. Et 25% consomment donc plus de 6 millilitres par jour. Et l'autre côté de l'histoire, c'est que on voit que les gens consomment moins de nicotine. En 2013, c'est la ligne orange et 2014, c'est la ligne grise. Et vous voyez effectivement que les gens fument moins, mais plus de volume. Est-ce que tu penses que c'est dû à l'amélioration du matériel, son efficacité, le fait que, on l'avait vu d'ailleurs, Farsalinos avait fait une étude sur le temps de délivrance de la nicotine. On avait vu qu'une e-cig était 7 fois plus lente qu'une cigarette pour acheminer la nicotine dans le cerveau, mais qu'avec des modes. Et alors c'était, si je me rappelle bien, Yann, tu me diras si je me trompe, c'était un mode Joytech là, voilà. Et le fait que ce type de matériel soit plus évolué favoriserait de moins en moins, en tout cas, l'utilisation de nicotine. Tu dirais, tu confirmes ça? Non, c'est difficile pour le dire, mais selon moi, bon, les fumeurs, même s'ils utilisent de la nicotine forte ou moins de nicotine, ça dépend d'eux, du niveau qu'ils utilisent. Et la question est de savoir si quelqu'un veut utiliser plus de nicotine ou moins de nicotine et plus de volume, bon, ça va causer plus d'absorption. Ou est-ce que c'est juste le plaisir qu'ils recherchent, des sensations qui sont liées à cela? Ou bien est-ce que c'est juste une chose de culture? Donc, par exemple, la chasse aux grands nuages, ça peut faire partie d'une certaine culture. Bon, pour beaucoup de gens, c'est important de pouvoir vapoter beaucoup et en grand volume. Mais bon, moi, personnellement, je suis passé de ce style-là, et dans le passé, j'utilisais 50 millilitres, et j'ai passé plutôt vers une inhalation plus longue, et personnellement, je trouve que c'est plus agréable. J'ai moins le besoin de cette nicotine. Et je me sens moins dépendant de la nicotine aussi, même si je fume plus, mais j'ai entendu aussi d'autres histoires, bien sûr. Donc, je ne sais pas, c'est difficile à répondre. Presque terminé. Donc, voilà mon point de vue. Donc, volume et nicotine. Faut-il parler des deux côtés ou d'un côté où on veut plus de nicotine ou bien de l'autre côté, plus de volume et moins de nicotine? C'est ça la question. Et donc, peut-être une question dont on a discuté tout à l'heure aussi, d'ailleurs. Est-ce qu'on est en train d'évoluer vers des make modes, par exemple, et les produits dont on a parlé tout à l'heure, que va-t-il se passer de ces produits? Et qui va contrôler? Est-ce que ce sera l'industrie qui contrôle? Non. Et comment vont-ils le faire éventuellement s'ils veulent le faire? Ou est-ce que ces fumeurs vont être impactés plus par l'industrie du tabac? Et est-ce qu'ils vont sortir des supports encore plus forts en nicotine? Déjà, on a l'impression que l'émergence de la vape moderne, c'est-à-dire on parle des modes mécaniques, des gros nuages, d'appareils de plus en plus sophistiqués, est en train finalement de dénormaliser l'acte de fumer, c'est-à-dire qu'on n'a plus du tout de tabac, enfin le tabac disparaît complètement derrière ces gros nuages de fumée, même l'acte ne ressemble presque plus à l'action de fumer de cigarette, et en plus de ça, c'est accompagné avec une dénormalisation
de l'usage de la nicotine. C'est-à-dire que plus on va vers des appareils de cette gamme-là, des appareils un peu plus sophistiqués, et moins on a de nicotine. Ce qui fait qu'on aurait finalement un double effet positif. Yann Konen, toi tu confirmes le fait que en passant sur des appareils voilà, de ce type-là, etc., tu utilises de moins en moins de nicotine. Est-ce que c'est quelque chose que tu as observé autour de toi? Non, c'est vrai que j'ai observé. Donc déjà, forcément, quand on augmente la qualité de son matériel, on va avoir une qualité de vape qui fait qu'on peut descendre son taux de nicotine parce qu'on va avoir une expérience et on va retrouver le hit autrement. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est quand j'étais à l'ICC en Californie, c'est qu'il était difficile de trouver de liquide à 12 mg. Alors l'ICC, c'est un salon. Hein. C'est un salon. C'est qu'il y avait du 3 mg, du 6 et c'était le plafond. Et en fait, en France, en général, on est beaucoup plus haut. Moi je suis un jeune vapeur. Il y a 9 mois, j'étais encore un fumeur, donc je découvre ça très vite. Mais moi, j'ai commencé à 16 mg. La seule chose qui m'a fait baisser, c'est le fait d'augmenter la qualité des machines. Et en augmentant la qualité de la vapeur, on va aussi comprendre cette relation à la nicotine qu'on a. C'est-à-dire que c'est plus lent. Ça vient pas pareil dans le corps. Donc au début, on peut vaper beaucoup. Moi, j'ai vapé beaucoup en 18. J'avais des barres, mal à la tête. Je me cherchais en ayant la joie d'avoir quitté la cigarette. Donc il y a tout ce dont on parle, cette période, une sorte de période de transition où là, moi, je vois que... Franchement, d'habitude, c'est difficile de trouver en dessous de 12 en France. Enfin, on trouve du 6. Mais là-bas... Tous les liquides étaient à 3. En France, on a très peu de liquides à 3. D'où l'intérêt d'avoir Parce qu'ils ont des drippers, parce qu'il y a une culture. Moi, par exemple, ici, on va voir beaucoup de gens qui vapent avec des tanks. Bon, avec des reconstructibles, mais souvent avec des tanks. Quand on était à l'ICC, je ne voyais que des drippers. Donc, ce qui n'est pas encore tout à fait notre cas. Donc, chaque culture, chaque pays a sa façon de vaper. Une chose est sûre, plus on monte dans la qualité de la vape, plus on baisse le taux de nicotine, plus on baisse sa dépendance. Et il y a un rapport à la nicotine que je découvre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand j'étais fumeur, je prenais l'avion. Quand je sortais de l'aérogare, il fallait que je fume une cigarette. Et là, je suis rentré, je suis monté dans un taxi, je suis rentré chez moi, j'ai vu la famille, et puis j'ai vu mon étagère de mode, et j'ai fait, tiens, je vais vaper. J'avais une élongation. Je ne sais pas comment expliquer cette dépendance, ce rapport nouveau, mais il n'est pas une recherche comme ça qui vous saisit. C'est-à-dire que voilà, on vape un peu moins fort toute la journée. Donc il y a vraiment des choses qui changent, en tout cas. Donc d'où l'intérêt d'avoir une réglementation assez souple finalement dans un monde idéal, puisqu'on sait que l'attractivité du produit, elle vient de sa diversité, c'est-à-dire que plus on a de choix, plus on a de goûts, de saveurs, de formes différentes, etc. Et plus on va avoir de chances de trouver chaussure à son pied et d'obtenir un matériel qui soit adapté à nos besoins de fumeurs, parce que comme vous le disiez, Phil Buzardo ce matin, à partir du moment où un matériel vous écarte du tabac, c'est tout gagné. Sorry, I was waiting for the J'étais en train d'attendre la traduction. Mais tu as tout à fait raison, oui. Ce que j'ai remarqué, bon, c'est quelque chose de différent peut-être, mais moi, j'utilise 12 mg, mais il y a quelque chose que je veux vraiment de l'industrie. Et si vous pouvez réaliser cela, faites-le s'il vous plaît, parce qu'il y a une chose que je désire. Je veux... Bon, moi, quand je vapote, ça passe par la bouche, ça va dans les poumons, et c'est que après que je sens le plaisir. Mais j'avais pas ça quand je fumais. Ce que je voulais vraiment essayer, c'est d'utiliser un e-liquide qui a exactement le même effet que le liquide 12 mg. Parce que ce que je ressens, ce que je veux ressentir, c'est ou bien la vape, ou bien la nicotine. Mais ce que je veux vraiment avoir, bon, un liquide sans nicotine qui me donne le même sentiment, ce serait génial. Participer aussi, on aura l'occasion d'aborder cette dimension technique du liquide et du matériel. Alors moi j'ai l'impression, pour recentrer un petit peu cette conférence-là sur la culture, que c'est difficile de définir une culture, mais ici dans la vape, on a... Et tu l'as dit Yann tout à l'heure, on a des stars, on a des personnalités, on a des personnalités émergentes dans un groupe, on a des groupes, donc on a parlé tout à l'heure de forums, mais on a aussi des boutiques physiques, on a des salons comme celui-ci, on en a vu aux États-Unis, en Allemagne, il y en a un petit peu partout. Il y a peut-être aussi, on ne le sait pas, mais peut-être un style vestimentaire aussi. Il y a aussi avant tout un vocabulaire.
Voilà, Yann dit naturellement, ah ouais, les vapers, ils ont tous des drippers à l'ICC, mais on comprend rien du tout ce qu'ils racontent. Finalement, si on n'est pas un petit peu dans le milieu, il y a des groupes de référence, puis il y a aussi des scientifiques. Alors ça, je pense que c'est un peu une première pour un produit qui contient la nicotine, c'est qu'on a, on a des scientifiques, des personnes qui ont pris la parole, des personnes qui ont fait des études, des personnes qui ont fait avancer la vape et qui sont rentrés un petit peu dans ce groupe-là. Oliver, toi, cette dimension star, musique, vêtements, vocabulaire, groupe de référence, science, elle te parle, ou est-ce que tu vois qu'on pourrait ajouter un nouvel élément à cette culture? Par rapport à la terminologie, c'est intéressant parce que oui, on en a besoin pour que la culture se développe et se sépare en quelque sorte d'autres cultures. Mais le problème avec la terminologie, c'est que ça rend aussi les gens qui n'y s'y connaissent pas de s'isoler. Et bon, le jargon, ça effraie parfois les gens. Mais donc le produit dont on a parlé tout à l'heure et le style de vapotage, bon, ça a toujours existé dès le début. Et je crois qu'effectivement qu'on peut dire beaucoup plus que sur la terminologie. Donc c'est une sorte de libération de la cigarette traditionnelle. Et donc aussi la stigmatisation. Ce n'est pas une surprise que c'est quand même très important d'avoir une culture et d'avoir une terminologie. Et dans un groupe, il peut y avoir plusieurs subcultures aussi, et les gens veulent communiquer entre eux. Sur une comparaison, moi ça m'amuse beaucoup de comparer la France aux États-Unis. Les États-Unis ont beaucoup d'influence ici en France. On aime beaucoup, on parle beaucoup de liquide américain, on parle souvent des derniers modes à la mode, on parle des reviews de Phil Buzardo, est-ce que tu as vu la dernière, etc. Donc Yann, toi qui reviens justement d'une sorte de mini tour du monde de la vape, après tu nous en diras plus. Je sais que tu as été en Asie, aux États-Unis, tu reviens de l'ICC, ce fameux salon. Phil ici est bien aussi placé pour le savoir. J'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu comment tu vois la vape d'un point de vue français, mais à l'étranger, quand tu t'es déporté là-bas et que tu as vu ça, d'un point de vue peut-être ethnocentrique, si j'ai envie de dire. Quels sont les sentiments que tu as eus en voyant la vape là-bas? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, en tant que Français, les Français sont appréciés en Californie. Pas moi, hein, mais je veux dire les fabricants de liquide. Do not worry about offending. Alors surtout, ne me vexe pas et ne m'humilie pas. Que par exemple, moi j'avais un Inax et voilà, il y a Vincent Rattéa est là. L'Inax, c'était, j'ai découvert quand il a été vendu en discutant avec les vendeuses du shop où il a été vendu, Vaperev en l'occurrence. J'ai demandé à Vaperev, mais qu'est-ce qui s'est passé le jour où l'Inax s'est vendu? Et il m'a dit il y avait des gens qui étaient là à 6h du matin. Donc c'est un petit atomiseur français produit ici, mais à 6h du matin, alors que le magasin ouvre à 11h, il y a déjà la queue et en 1 heure, c'est vendu. Donc j'ai retrouvé, moi, les gens que je filme ici qui étaient très demandés aussi là-bas. Alors, bien sûr, voilà, ça c'est déjà le rapport français. On n'était pas dépaysés avec les machines qu'on a. Maintenant, ce que j'ai découvert vraiment, oui, c'est qu'il y a une avancée aussi. Il y a un rapport déjà au show qui est typiquement américain. Et par exemple, je vois que c'est quelque chose de très calme. Ici, on est entre gens, on peut se parler. À l'ICC, on voyait limite des nains voler, mais c'était pas le cas. Mais il y avait des nains dansant, il y avait des jetés de liquide avec des bouteilles en verre. Donc là, il y avait des trucs un peu extrêmes pour moi. Hein. Moi, j'ai un peu extrême par rapport à la vape. En même temps, il y avait un show-off qui était très impressionnant et pour moi, en tant que cinéaste, c'était intéressant. Et le côté culture, ça ressemble à l'Amérique. Si on a une convention aujourd'hui, je ne sais pas, moi, sur la moto custom en Europe, il y a quelque chose de plus doux. Si on le fait à Garmisch, puisque j'y suis allé à Garmisch sur la moto, que si on va dans une énorme convention américaine de moto custom, on voit à l'extrême. Je crois que l'Amérique ressemble à l'image de l'Amérique qu'on en a. Et quelque part, il y avait, si tu veux, c'est un peu comme le cinéma. Puisque moi, je suis cinéaste, je peux parler de ça. Aux États-Unis, on a les immenses studios qui font des films, et il y a les indépendants. Et il n'y a pas cet entre-deux en France. Nous, on a des petits films, on a un espèce de cordon central où on a des films moyens. Aux États-Unis, il y a ces énormes sociétés de vape,
en fait, que ce soit les liquides, le stand de Space Jam, il faisait la moitié du salon, avec un show complet, avec des vedettes qui venaient et autres. Et à côté de ça, il y avait une des tentes particulières qui était remplie de tout petits stands, avec des liquides et des gens. Et c'était vraiment, là, il y avait un côté... je sais pas quoi. Il y avait vraiment quelque chose de complètement délirant parce que se côtoyer des choses, des sortes de petites niches de liquides dont on n'avait jamais entendu parler, de go-go dancers et vapes, de choses différentes, mais c'était vivifiant. Moi, en tant que cinéaste, j'ai pris à tourner un grand plaisir dans cette folie. C'est intéressant pour le film. Donc moi, j'ai vu ça. C'est-à-dire que je pense que culturellement, la vape, en tout cas, c'est la différence qui m'a surpris. C'est-à-dire qu'à côté, on avait tout. C'est-à-dire qu'en fait, la culture, c'est la diversité. C'est-à-dire, le monde de la vape, c'est la diversité. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, des niches se retrouvent. C'est-à-dire, il y a les vapeurs bikers, il y a les vapeurs tatoueurs, il y a les vapeurs peut-être autres, etc. C'est-à-dire qu'il y a des niches dans les niches. Et en fait, je pense que c'est comme le tabac. C'est-à-dire que le tabac, au fond, tout le monde fume. Du paysan au chef d'entreprise. Et dans la vape, il y a cette espèce de possibilité, de largeur, de toucher tout le monde. Et chacun va trouver sa porte d'entrée dans la communauté. Un, ça sera l'ego, l'autre, ça sera un mode mécanique. Et voilà. Et aux États-Unis, je trouve que le ressenti, il est beaucoup moins uniforme que une sorte de ressenti qu'on peut avoir ici, qui est plus posé. C'était la folie, en fait. Voilà. Phil, en venant ici en France, le point de vue opposé finalement, parce que voilà, Yann est parti dans ton pays, toi tu arrives dans le nôtre ici. Quel est le sentiment? Qu'est-ce qui t'a frappé en arrivant ici? Tu m'as dit hier ou ce matin, je ne sais plus, que tu trouvais ça très organisé, très calme, presque théâtral. Quel est le sentiment? J'adore la Tour Eiffel. C'est clair, je suis très impressionnée par cet événement. Tu as parlé de vie, là, tout à l'heure, de choses vivantes, de vie. Ben oui, c'est ça. Je pense qu'il y a peut-être trop de vie dans les événements américains. C'est cela, peut-être. Et en fin de compte, ici, on peut pas... On a réalisé ce genre de conférence. Là-bas, je pense que ce n'aurait pas été possible de faire ce genre de conférence parce qu'on aurait dû lutter contre un DJ ici ou un danseur là-bas, et puis le stand e-liquide et les t-shirts là en vente partout. Et... Non, il y aurait du bruit. Et le bruit ne permet pas de faire ça. Donc oui, je pense que la vie c'est très important. C'est pas, je veux pas dire on doit, comment dire, ne pas s'amuser. Mais il faut être aussi professionnel. Il faut aussi savoir, comment dirais-je, mesurer les choses. Et en fin de compte, c'est ce qui se passe, n'est-ce pas? Il y a eu, à New York aussi, des personnes qui ont voulu un petit peu imiter l'ICC et ils ont voulu voir quels étaient les aspects de cette culture vape. Et donc, ils ont comment dirais-je, contacté des concessionnaires pour voir ce qui se passait, comment ça pouvait être fait. Et donc, voilà, l'idée, c'est que ça, c'est pas professionnel, parce qu'il faut vraiment voir, étudier étape par étape. Il y a une industrie, donc déjà on a des problèmes avec la Food and Drug Administration aux États-Unis, donc ça nous suffit parce qu'il y a déjà énormément de choses. Et donc vraiment, il faut voir aussi la lutte qu'il y a entre ces industries. Et je pense qu'on doit examiner les lois, les réglementations et de façon professionnelle. Après, on peut s'amuser, ça c'est évident, mais le niveau professionnel est très important. Et le niveau professionnel, le professionnalisme que je vois ici en France, là, à cette conférence, on n'aurait pas pu l'avoir chez nous. Donc vraiment, chapeau. Ok. Moi, j'avais quelque chose à rajouter qui est vrai, qui était assez fascinant, c'est que c'était un brouhaha, un spectacle hallucinant. Et quand Phil a fait une conférence, et quand il y a eu une conférence pour défendre la cigarette et vraiment la vape, il y avait vraiment une énorme stature de gens importants qui défendaient ça. On était une centaine de personnes à écouter, et à côté, il y avait 10 000 personnes dans un énorme show. Et c'est vrai qu'ici, on est au centre, et on peut parler. Et c'est vrai que c'est fondamentalement différent, et je voulais lui laisser le dire lui, mais c'est vrai que c'est clair que c'était un peu, pour moi, européen, j'étais un peu choqué aussi.
It's an amazing. Ouais, c'est fou. Et c'est fou parce que vraiment, c'est incroyable ici ce que je vois. C'est fou. Et vraiment, aux États-Unis, quand on a un panel de personnes, de spécialistes qui sont là, et quand ils parlent de choses fondamentales, n'est-ce pas? Et c'est ce qui se passe, parce que c'est ce qu'on fait ici. Eh bien, vous avez toutes ces personnes qui sont là, et puis une centaine de personnes qui écoutent dans la salle, peut-être 200, mais attention, il y a une compagnie ou une société qui vend des e-liquides à côté, et donc qui sont à côté et qui hurlent, etc. Et bref, il y a vraiment un problème. Alors, c'est une critique, à mon avis, qu'on peut faire, certes, aux États-Unis, mais on peut aussi la faire en France, c'est-à-dire le manque, pas d'engagement, mais peut-être de conscience politique du vapoteur qui, finalement, a la tête dans son mode et se rend peut-être pas compte qu'une directive européenne va probablement lui retirer ou que la FDA va sonner chez lui et prendre ses bouteilles de liquide non conformes. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour faire prendre conscience à ces vapeurs américains et européens du sort qui leur a été réservé par l'administration? Bon, je pense que Olivier l'a dit. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une sorte de tendance qui va de l'avant. Et nous passons, en fin de compte, dans une nouvelle phase. Et je pense que... Bon, j'ai été un DJ pendant des années. Attention, j'aime bien m'amuser et faire la fête, c'est clair. Mais il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour être professionnel. Et ça, c'est important. Donc il faut, quand on a, par exemple, avoir des rencontres B2B, business to business, pendant 2 heures, par exemple, et après, à partir du moment où on a fait ces réunions, eh bien on fait une fête, on fait une soirée, on peut s'amuser. Mais voilà, c'est ça l'idée. C'est que on doit vraiment gérer le temps et de façon professionnelle, j'insiste. Mais c'est ça, on fait des business, des rencontres business to business, donc d'affaires. Après, on peut passer au reste. C'est ça. Il faut vraiment chaque chose en son temps et ceci est fondamental. Un peu bête, mais moi qui me fait sourire quand même. Le vrai vapoteur du faux vapoteur, le vrai vapor du faux vapor. Est-ce que c'est quelque chose dont on peut parler? Alors, je fais allusion, bien entendu, au petit vapeur avec son ego, et puis à côté, le type avec son énorme mode hyper performant, etc. Est-ce que c'est quelque chose ça vous fait sourire déjà ce que je dis, Oliver? Comment vous... But that Oui, je pense que c'est vraiment ça. C'est la notion de exclusivité. En fait, ça va se passer. Ça va se passer. C'est ce qui se passe au niveau des êtres humains. On crée des petits groupes, des sous-groupes, etc. C'est logique. Et il y a des personnes qui sont qui font par exemple le double utilisation. Donc il y a des personnes qui sont un peu qui comprennent pas. Bon, donc il faut voir les différentes possibilités, les différentes raisons qui se présentent, et comprendre que y a des phases à respecter. Donc voilà, petit à petit, voilà, il y a les questions de l'ego dont vous parliez. Pourquoi pas, par exemple, ensuite. Pourquoi pas? C'est une bonne définition déjà. Ça veut dire que c'est un potentiel qui peut changer, qui peut évoluer, et dont j'ai parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, pour devenir une personne qui va vers la transition. Et puis il y a, je sais pas si on peut vraiment parler de faux ou de vrai vapoteur. C'est un peu, comment dire, en dehors des lignes, parce que bon. Pourquoi passer sa vie à parler de vape? C'est un petit peu des questions, on va dire, surréelles. Hein, voilà. Cloud chasing, on en parle de plus en plus, on le voit de plus en plus. Alors ça fascine et puis en même temps ça inquiète aussi d'une certaine manière, puisque ça touche aux températures de chauffe, ça touche à la manipulation d'accus, des notions d'électricité plus ou moins avancées. On en parlait ce matin, vous aviez énoncé quelques mesures de précaution, notamment au niveau des watts, etc. Est-ce que vous trois, vous diriez que c'est une pratique, un courant qui est minoritaire ou qui vraiment est en train de se démocratiser, cette recherche du plus gros nuage?
Thanks. Merci beaucoup. Merci beaucoup de me poser cette question, mais c'est vrai qu'on est très inquiet sur ceci, on s'y penche. Bon, bref, il y a deux choses qui m'intéressent. C'est qu'on a d'abord le niveau de mon nid liquide là qui est presque vide, et ensuite c'est qui le vrai vapoteur. Alors ici. C'est vrai que c'est pas facile, parce que c'est pas facile de définir un vrai vapoteur d'un faux ou je sais pas quoi. Bon, non, il faut, comment dire, utiliser le mot à bon escient, parce que sinon les personnes se découragent de cela. Et ça m'ennuie. Ça m'ennuie parce que les personnes sont découragées, en fin de compte, du wattage, la puissance en watts qui est excessive, de choses qui sont faites et qui sont pas faites de la bonne façon, qui viennent critiquer. Bon, ça m'ennuie. Donc, tout ce qui concerne la communauté, bon, j'ai rien contre le cloud chasing, pas du tout. Mais il faut que les gens se comportent de façon saine et de façon, comme je l'ai dit ce matin, sûre. Donc, l'idée, c'est que, bien sûr, il faut comprendre les aspects de la sécurité sur tout cela. Et puis aussi, je ne veux pas que les gens soient découragés. Je répète, mon ami Dimitri Grek n'est pas là, mais il pourrait, comment dire, insister sur ce point. Bon, alors, c'est vrai que l'idée du cloud chasing, ce n'est pas au centre de tout cela. Pour mes amis, pour les gens, enfin, c'est tout simplement ma communauté à un certain niveau. Peu importe comment on vapote, en fin de compte. L'important, c'est qu'on ne fume plus. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on ne se concentre pas sur ça? Au lieu de se dire comment on vapote, on devrait se dire, on a déjà acquis le fait qu'on ne fume plus. Et déjà, ce fait-là, c'est une victoire. Merci. Et puis, je ne veux pas que les gens soient découragés. Je le répète, je suis désolée, mais vraiment, c'est très important pour moi de le préciser. Je ne veux pas que les gens se sentent mal à l'aise à venir, par exemple, à ce type de conférences, d'événements, et aller à l'ICC et être embarrassés ou mal à l'aise parce qu'ils utilisent d'autres systèmes ou autres. C'est totalement ridicule. Ils sont toujours des vapoteurs, et donc l'important, c'est qu'on soit tous unis, et voilà. Tourner vers Yann pour finir cette conférence, parce que je crois qu'il a quelque chose à nous dire, à annoncer en fin de la conférence. Mais avant, j'ai envie de te demander quelque chose, que tout a un prix. J'ai envie que tu nous parles du cinéma, puisque c'est ton sujet. On sait que dans l'histoire du tabac, le cinéma a joué un grand rôle en véhiculant une certaine image du tabagisme, des cigarettes, cette attractivité sociale, cette ascension dans la société, l'image du héros qui allume sa cigarette, etc. On a tous ces images en tête. Là, on a vu récemment, alors je pense par exemple à, je crois que c'était The Tourist, le film avec... donc la vape commence à arriver un petit peu sur les écrans, en dehors des spots publicitaires. Je parle vraiment dans le sens artistique du terme. Comment tu perçois cette arrivée de la vape dans le cinéma, et comment penses-tu qu'elle va évoluer dans ce domaine-là? Ouais. Le cinéma est toujours une fenêtre de comportement, aussi une chose, un modèle. Voilà. On aime les films de Sergio Leone, ils ont leur petit cigario. On va pas devenir des pistoleros, mais on va fumer le cigario comme Clint Eastwood. Donc ce qui moi m'a intéressé, et d'ailleurs c'est même, puisque je fais un film sur le sujet, Vapewave, ce qui m'a intéressé, c'est presque le début de mon film, c'est la question que je me pose, c'est pourquoi dans les films de science-fiction qu'ont fait les grands studios, pourquoi il y a toujours du tabac alors que des voitures volent, il y a des androïdes qui sont des réplicants. Regardez le début de Blade Runner. Blade Runner, vous avez une cité gigantesque, futuriste, dans lequel il y a des réplicants, c'est-à-dire vraiment, je pense, le niveau de technologie le plus haut, répliquer quasiment l'âme humaine, et d'ailleurs un des propos du film. Et à côté de ça, vous avez donc des machines volantes, vous avez tout, sauf que vous voyez tout le temps, et dès les troisièmes plans du film, derrière son ventilo, un fumeur, avec du tabac. Et ça, c'est intéressant, parce que dans ce film qui veut capturer le futur, donc je vous dévoile d'ailleurs ma réflexion pour le film. Je pense que je vais avoir une voix off dès le début du film qui va raconter quelque chose de ce type. Mais
Pourquoi Paname? Dans le film, il y a Paname aussi. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Blade Runner, parce que c'est un film emblématique d'un futur, le film de Ridley Scott. Vous voyez des publicités pour une compagnie aérienne, et bien sûr, ils ont choisi Paname. Ils ont choisi Paname parce que Paname est un géant qui ne peut tomber. On n'a pas choisi American Airlines. À l'époque où ils ont choisi Paname, Stanley Kubrick a pris Paname dans le vaisseau qui va sur la Lune. C'est un vaisseau Paname. Parce que c'est une tellement grosse société que le cinéaste ne peut pas imaginer que celle-là va tomber. Donc, je vais commencer mon film sur le cinéma qui n'a pas pu imaginer la mort de géants tellement puissants. Et pourtant, ils sont tombés. Pour moi, le futur, je crois que tout cinéaste aurait dû inventer, à un moment donné, c'est tellement simple quand on y réfléchit, aurait dû pu imaginer un futur avec des machines à absorber la nicotine, avec des vapeurs colorées. C'est évident. On a imaginé tout, le cyberpunk et pas ça. Donc, la question qui se pose par rapport au cinéma et au tabac est intéressante. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. On n'a jamais pu imaginer un futur sans tabac, et le tabac est tellement présent dans le cinéma qu'il a une dimension glamour qui fait que le héros continue d'être associé au tabac. Au-delà de ça, il faut quand même savoir que les industries du tabac ont mis beaucoup d'argent à Hollywood. Ça, c'est vraiment aussi le point. La question, elle n'est peut-être pas que Ridley Scott, au fond, ait imaginé un futur sans tabac, mais est-ce que Ridley Scott n'a pas eu de l'argent? À un moment, j'allais lui poser la question. A eu de l'argent de l'industrie du tabac pour mettre des fumeurs dans son film du futur, pour que l'industrie du tabac pense que dans le futur, on va même pas leur donner la possibilité d'imaginer autre chose que de fumer des cigarettes. Donc, je trouve intéressant ça. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis cinéaste. Normalement, je fais de temps en temps des documentaires, c'est le cas là, mais je fais surtout des fictions avec des acteurs. Donc, qu'est-ce que je vais faire moi dans mes prochains films? Si je fais pas un film historique, si je fais un film contemporain, je vais faire de mes personnages, je vais les faire vaper. Des chouettes machines avec des bons produits. Je vais les faire vaper comme je faisais fumer mes personnages avant. Parce que moi, je crois que, et je vais le faire sans placement de produits plus que ça. C'est les méchants ou les gentils? Non, ça va être les gentils qui vont vaper. Les gentils vont vaper, les méchants vont fumer. Voilà. Et ce que je vois à Hollywood, parce que quand je suis passé en Californie, j'en ai profité pour voir un peu des gens, et ils me disent, ça y est, il y a des sociétés de cigarettes électroniques qui veulent investir des films hollywoodiens. Donc l'industrie n'est pas encore très puissante pour pouvoir, si vous voulez, pouvoir donner de l'argent à un film pour que quelqu'un vape. Moi, effectivement, dans mes films, je le ferai gratuitement. Et je choisirai moi quelles machines seront dedans. Mais maintenant, vous êtes producteur, quelqu'un va vous dire, mais écoutez, on va vous mettre 400 000 $ si votre héros va juste vaper un peu pendant le film. Le producteur va réfléchir. Et avant, c'était tout le temps le cas avec les cigarettes. Je ne vous dis pas, moi, le nombre de fois où on m'a proposé de mettre des cigarettes dans un film où je n'avais pas forcément envie. Ça, c'est une question intéressante parce que le paradoxe là, dans ton projet documentaire, c'est qu'à la base, tu avais demandé à des fonds privés en provenance de grandes maisons d'édition. Alors, je ne vais pas signer de nom, mais je crois que tu avais été chez Canal demander de l'aide pour monter ton documentaire. Ça t'a été refusé parce qu'on touchait à un sujet tabou qui était assimilé de près ou de loin au tabac. Et alors, par précaution, on t'a dit ah non, c'est un petit peu trop délicat ce sujet, débrouille-toi tout seul pour monter ton budget. Donc, tu as fait appel au financement participatif. Est-ce que finalement, là, c'est pas. J'imagine que c'est extrêmement frustrant d'arriver à ne pas pouvoir parler d'un sujet parce que y a cet héritage, ce traumatisme du tabac dans les mémoires. C'est plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le système de financement, moi, je comptais faire un film. Je suis cinéaste, je me mets à la vape, je me dis, je vais faire un film sur ça parce qu'il en faut un. Je vois beaucoup de bêtises écrites. Je dis, c'est mon job dans l'histoire de faire ce film, puisqu'il n'y a pas de film. Donc je commence à le faire et je me dis ça va être facile pour moi parce que c'est vrai que je connais bien les gens des chaînes et du cinéma. Je suis avant tout un cinéaste, donc ça va être facile. Je vais faire un truc culture, j'ai fait un dossier. Les gens ont tout de suite dit ouais, je comptais faire un 52 minutes pour la télévision. Rapidement fait, simple et immédiatement proche, pour pouvoir le sortir rapidement à la télévision plutôt qu'au cinéma. Il y a plus de gens à la télé qu'au cinéma. Tu vois, c'est pour le sujet. Je préfère faire des films de cinéma, mais je me dis pour la vape, c'est mieux que ça passe dans une grosse chaîne de télé à un bon moment et tout. Mais en fait, la loi européenne est passée. Les gens qui m'avaient dit oui, ils disent on est embêté, vous savez, la télévision et le tabac, ça fait pas très bon ménage. La cigarette électronique est passée produit du tabac, Annexe, ouais. Voilà. Et donc la télévision ne peut plus. Donc il faut que je revienne au cinéma
faut que je repasse dans une autre porte et il faut que je commence vite. Donc c'est comme ça que j'ai lancé un crowdfunding en me disant je retournerai voir des gens du Mais cinéma. maintenant, on commence à en voir des publicités, alors d'un certain type, on en parlera mardi lors d'une conférence publicité, mais on commence à en voir de cette publicité, au moins en termes d'image pour les fabricants de e-liquide notamment. Est-ce que c'est pas frustrant maintenant de voir que la même chaîne chez qui tu étais allé, finalement, est en train aujourd'hui de Non, diffuser des spots moi je publicitaires? crois qu'avant tout c'est l'inconnu. Ce que je découvre moi en faisant ce film, c'est que c'est un Far West. Un western où les shérifs sont en train d'arriver, moi je suis en train de tourner un film, tout le monde est en l'air. Lava peut devenir un truc phénoménal, peut sauver les gens de tuer la cigarette, c'est ce que je crois, et c'est ou pas. Ou peut-être d'un coup le liquide nicotiné va être interdit et les gens vont devoir se l'échanger sous la table. Je ne sais pas. C'est ce qui est excitant en tant que cinéaste. En tant que vapeur, bon, moi, je vais défendre l'histoire. Mais c'est ça que je vois en ce moment. Donc, quelque part, on est face à l'inconnu. Les législateurs sont face à l'inconnu. Il y a un groupe de gens, il y a un train en marche, comme disait Phil. Ils voient ce train, ils se disent comment on peut l'arrêter. Et en même temps, peut-être qu'ils vont vous mettre des rails en béton et ils vont finir par l'arrêter. Mais la question se pose. Et moi, je suis au milieu de ça. Donc, moi, finalement, les chaînes de télé ont les mêmes problèmes que les régulateurs avec les reconstructibles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on ne sait pas. On ne sait pas. Bruxelles a classé la e-cigarette en produit du tabac. Nous, peut-être qu'on ne peut pas diffuser ton film. Pourtant, je fais un documentaire. Moi, je vais aussi regarder les choses négatives. Je pense que les séquences de l'ICC ne seront pas toutes à la gloire de la vape. Mais en même temps, c'est ce témoignage d'un instantané et de futur possible. Donc c'est assez excitant. Je trouve que l'histoire me montre qu'une fois, faire un film aujourd'hui là-dessus, c'est important. Parce que personne ne sait par quelle boule prendre. Et parce qu'au cinéma, c'est pareil. C'est-à-dire que les circuits traditionnels au coin où moi je m'adresse d'habitude pour financer, eh ben, ils réagissent pas là-dessus. Donc je fais un crowdfunding. On a une boutique, les gars, si vous voulez acheter des t-shirts et nous aider à payer les billets d'avion, qui est au bout là-bas. Moi, je cherche aussi des fonds de financement de cinéma avec des banquiers. J'essaie une nouvelle architecture et je vais retourner voir les gens et les gens de la communauté m'aident. Moi, j'ai l'impression de refaire des courts-métrages. Moi, les derniers films que j'ai fait, j'ai 200 personnes en équipe technique. On fait des plans, on est 200. Moi, je suis le metteur en scène, donc je dis on va mettre la caméra, on l'a fait là. On était à Taïwan en train de tourner dans une rue avec un plan où je voulais faire le futur de la vape, genre Blade Runner. Donc on avait loué un petit travelling. On était 3. Donc moi, je cherchais mon siège en tant que metteur en scène pour m'asseoir, c'est les habitudes qu'on a. Et puis en fait, non, il faut que je pousse le travelling. Puis non, il faut que je le monte d'ailleurs. Donc cette fraîcheur que moi, à l'âge que j'ai, 50 balais me donne ce film aussi dans la façon de faire, ressemble à ce que je rencontre, où tout le monde est face à l'inconnu. Et je trouve ça assez vivifiant. Voilà, je ne sais pas si je réponds tout à fait à la question, mais parfait. Je donne un petit peu d'informations. Je crois qu'on est finalement tous acteurs de cette culture. Et comme disait Yann tout à l'heure, je pense que cette culture, c'est sa diversité qui la qualifie le mieux. Et donc, même en étant dans ce salon, en participant, en discutant, en essayant de faire avancer les choses, tant au niveau politique, économique, communautaire, tous ces aspects de la vape sont très importants. Merci messieurs pour toutes vos réponses, ces éclaircissements, ces éclairages. Merci Phil encore d'avoir participé à cette conférence. Yann, je pense que tu vas parler tout à l'heure un petit peu mieux de ton projet documentaire. Oliver, merci beaucoup. Je crois aussi que tu as le site vaping.com dont tu t'occupes, donc bonne chance pour ce site. Et puis longue vie au Forum e-cigarette. Je pense qu'on peut tous les applaudir et puis on se donne rendez-vous demain. Yeah.